Bienvenue dans les chroniques inutiles. Voilà, bienvenue dans les chroniques inutiles. Et donc ici, je vais lire un texte qui sort tout droit du livre Les chemins de Katmandou de Barjavel. C'est le 15e chapitre. Donc pour un peu de contexte, je ferai des commentaires après, mais pour un peu de contexte, donc Olivier, c'est un peu le personnage qu'on suit tout au long. Mathilde, c'est une fille, c'est la fille d'un personnage qui est extrêmement riche, qui est un peu une sorte de businessman véreux. Et puis ensuite il y a son pote Carlo avec qui il a des discussions d'un peu de sociétal, philosophique, sur comment changer le monde et tout ça. Et donc voici le 15e chapitre, je me lance. Mathilde redescendit l'escalier et ne le remonta plus. Les curieux s'écoulèrent de la Sorbonne et du quartier latin. L'action violente reprit. Mathilde s'intégra à un groupe actif qui se procurait mystérieusement des scies mécaniques pour couper les arbres, des barres à mine pour déceler les pavés, des casques de motocyclistes, des manches de pioches et des lunettes étanches anti-lacrymogènes pour les combattants. Pendant les journées d'accalmie, le groupe allait d'une faculté à l'autre, faisait voter des motions, constituait des comités d'action. Mathilde oublia complètement les deux garçons du petit bureau. Parce qu'ils parlaient juste avant, ils se sont pris la tête juste avant. Donc les trois, Carlo, Mathilde et Olivier. Carlo oublia Mathilde, mais Olivier ne l'oublia pas. Ce qu'elle avait dit l'avait frappé. Il n'allait pas se laisser endoctriner par une punaise milliardaire maoïste, mais une partie de ses affirmations avait trouvé en lui des cordes tendues toutes prêtes à rentrer en résonance. Oui, trop de mots, oui, trop de prétentions intellectuelles. Oui, trop de petits bourgeois cons qui se payaient une petite récréation révolutionnaire sans danger. Taper sur les flics, casser les carreaux, flamber les bagnoles, hurler les slogans, c'était plus excitant qu'une surprise partie. Si ça devenait tout à coup dangereux, on rentrerait vite chez papa-maman. Chaque fois qu'il pouvait attraper un micro, il faisait des laïus contre la société de consommation, mais ils avaient toujours bien consommé depuis leur premier biberon. Oui, la vérité était chez les ouvriers. Eux connaissaient vraiment, parce qu'ils les subissaient dans leur chair, chaque minute de leur vie, l'injustice et l'esclavage. Olivier s'apercevait que même sans parler, lorsqu'il essayait seulement de formuler sa pensée et ses sentiments au-dedans de lui-même, il ressassait les mêmes images creuses, les mêmes clichés que tous les vaseux accrochés à un micro. Il ne fallait plus parler, mais au-dedans de soi-même, il fallait agir. Il entraîna Carlo dans le cortège qui se rendit à Billancourt pour apporter aux ouvriers de Renault en grève l'appui et l'amitié des étudiants révoltés. L'accueil des grévistes fut plus que réservé. Ils ne laissèrent entrer personne à l'intérieur de l'usine occupée. Ils n'avaient pas besoin de ces gamins pour mener leur affaire. Aucun des ouvriers, même les plus jeunes, ne pouvait croire à la vérité d'une révolte qui n'amenait aucune véritable répression. Ces barricades du quartier latin, c'était un jeu d'enfants gâtés. Les CRS mettaient des gants avant de foncer sur les enfants de bourgeois. Le matraquage, ce n'est qu'une forme un peu plus vive de la fessée. Quand les ouvriers, eux, arrachaient les pavés, ça ne traîne pas, on leur tire dessus. Pas de gants, du plomb. Mais les bourgeois ne peuvent pas faire tirer sur leurs enfants. Ils ont installé l'ordre bourgeois en 89, en liquidant une classe entière à la guillotine. Ils liquidèrent aussi bien la classe ouvrière s'ils n'avaient pas besoin d'elle pour fabriquer et acheter. Mais ils ne peuvent pas tuer leurs enfants, même si ceux-ci cassent les meubles et mettent le feu aux rideaux. Les ouvriers et les étudiants se regardaient à travers les barreaux du portail de l'usine. Ils échangeaient des phrases banales. Le calicot, étudiant, ouvrier uni, que deux garçons avaient apporté depuis la Sorbonne pendait mollement entre ces deux supports. Le drapeau rouge et le drapeau noir avaient l'air fatigués. Il aurait fallu un peu de vent, un peu de mouvement chaleureux pour les faire flotter. Il y avait seulement cette grille fermée et ces hommes derrière qui semblaient défendre leur porte contre l'amitié. Olivier eut tout à coup l'impression de se trouver aux eaux, devant une cage où se trouvaient enfermées des bêtes faites pour les grands espaces, à qui on avait volé leur liberté. Des visiteurs venaient leur dire des mots gentils et leur apporter des friandises. Ils se croyaient bons et généreux. Ils étaient du même côté de la grille que les chasseurs et les geôliers. Un étudiant passa à travers les barreaux, le produit d'une collecte de solidarité. Olivier serra les dents, des cacahuètes. Il s'en alla à grands pas furieux. Carlo ne comprenait pas. « Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui te prend ?» Rentré à la Sorbonne, Olivier arracha l'affiche pouvoir étudiant collée sur la porte du petit bureau. Il barra le mot permanente qui suivait le mot discussion et en écrivit un autre au-dessus en lettres capitales terminé pour donner
Discussion terminée avec un grand point d'exclamation. Il se battit furieusement à chaque escarmouche avec la police. Pendant la nuit terrible du 24 mai, il grimpa au sommet d'une barricade et se mit à hurler des insultes aux flics. Tout à coup, il se rendit compte avec lucidité qu'il était en train de poser, entre parenthèses, de faire du tableau vivant, de parodier des images historiques, mais que l'image resterait une image. Les flics ne tireraient pas, ils ne s'écouleraient pas, saignant sur la barricade. De plus, avec son casque blanc et ses larges lunettes, il avait l'air d'un personnage de bande dessinée pour adolescents rêvant d'aventures fantastiques. Il les arracha et les jeta derrière lui. Étreignant son manche de pioche, il sauta devant la barricade. Des voitures brûlaient, des grenades éclataient, leurs tourbillons de vapeur blanche s'effilochaient dans la nuit rouge et noire. Derrière leur brume, Olivier voyait bouger vaguement la masse sombre et luisante de la police. Il fonça sur elle en courant. 3 policiers vinrent à sa rencontre. Il frappa le premier avec rage. Son bâton heurta un bouclier de caoutchouc et rebondit. Il reçut un coup de matraque sur la main et un autre sur l'oreille. Il lâcha son arme. Un autre coup de matraque sur le côté du crâne le fit tomber à genoux. Un coup de pied dans la poitrine l'allongea sur terre. Les lourdes chaussures lui frappèrent les reins et les côtes. Il essaya de se relever. Il pleurait de honte et de rage et de gaz lacrymogène. Son nez et son oreille saignaient. Il parvint à saisir à 2 mains la matraque d'un policier et tenta de la lui arracher. Une autre matraque le frappa à la jointure du cou et de l'épaule. Il s'évanouit. Les policiers le ramassèrent pour aller le jeter dans un car. Mais de la brume blanche traversée de flammes, un groupe emmené par Carlo surgit brusquement en hurlant des insultes et les attaqua. Ils laissèrent tomber Olivier comme un sac pour faire face à la meute, qui se dispersa aussitôt, les entraînant à sa poursuite. Olivier évanoui, le cou tordu, son écharpe rouge traînant dans le ruisseau, le bas du visage luisant de sang, gisait à cheval sur le trottoir et la chaussée, les pieds plus hauts que la tête, une grenade éclata à quelques mètres et le couvrit d'un voile blanc. Carlo et les 2 autres garçons arrivèrent en toussant et pleurant, ramassèrent Olivier et l'emportèrent du côté des flammes. Donc voilà, c'est quoi les chemins de Katmandou, le livre Est-ce que je commence bon voilà, si c'est juste pour le texte, vous pouvez quitter, je vais peut-être faire une édition à ce niveau-là. Nous écoutez. Merci de nous écouter.